Alors, je vais reprendre d'abord sur la toute petite histoire, et puis après on va essayer d'aller plus général, plus universel, mais je ne peux pas résister à cette petite histoire qui m'a fait rencontrer Janine. C'est que ma mère aussi vivait en Turquie, pas moi, ma mère, et elle m'a raconté que quand elle avait 5 ans, son père revenait du marché et lui avait dit: ils sont en train d'exterminer les Arméniens. Voilà, donc ma mère avait 5 ans, 1915. Et donc voilà, on a une proximité. Janine me disait tout à l'heure qu'on était amis, mais on est presque sœurs. C'était dans quelle ville? Voilà. Edirne. Ah, Voilà. Donc, alors ceci dit, bon, ça c'est une transmission de parole qui m'a beaucoup impressionné. La preuve, c'est que je vous le transmets. Mais bon, moi j'ai pas eu du tout cette histoire-là. Par contre, bon, ça a croisé la Shoah du côté polonais. Donc disons que ça me parle particulièrement. Bon, maintenant on va élargir un petit peu la chose. Et ce que je trouve, alors voilà, tout à fait exceptionnel dans ce livre, les livres de Janine que j'ai lus, mais ce livre-là qui m'est le plus présent à l'esprit maintenant, c'est qu'elle est sur plusieurs disciplines à la fois et sur les bords. Et il me semble qu'actuellement, la psychanalyse peut s'enrichir beaucoup des bords, parce qu'on a beaucoup été en intention, je vais dire, et qu'en extension, il me semble qu'il faut faire revenir des choses au cœur de la psychanalyse. Alors, pour préciser la chose, Janine nous fait vivre son expérience à travers le temps, et j'insiste sur le fait que le temps a une très grande importance dans ce livre, et ben une vie, on pourrait dire, qui commence avant elle, comme toutes nos vies, hein, comme dit notre philosophe Audi, dont on va parler, qui parle de l'entume, parce qu'il y a le contraire de posthume. Et donc, ce qu'il y a avant, et dont elle nous parle, ah oui voilà, j'avais perdu mon idée parce qu'une autre m'est venue, mais je l'ai retrouvée, c'est qu'elle parle de son expérience qui est qu'elle a abordé sa carrière, on va dire, alors parce qu'il l'a précédée, dont elle nous parle très très longuement, qui est non seulement le génocide, mais ces Arméniens qui, avant qu'ils soient victimes de génocide, parce que je me souviens que Jacques Assoun disait beaucoup ça, et Ivan Jablonka parle de ça aussi, c'est que les gens qui ont été désignés comme victimes à un moment donné, parce qu'ils ont été agressés, ont vécu autrement que comme des victimes. Et donc ils ne sont pas arméniens en tant que génocidés ou juifs en tant que génocidés. Ils ont eu une vie personnelle, variée, chacun singulièrement, voilà. Donc, pour en revenir à Janine, elle nous raconte dans ce livre son expérience personnelle avec ce testament qu'elle a déterré, qui est l'écrit de son père, dont on va parler très en détail pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, parce qu'elle est très belle et très passionnante et très instructive. Mais elle nous parle aussi dans ce livre, elle relie avec la manière dont elle a été accueillie en France. Donc il y a tout un aspect politique de ce livre. Elle nous parle de la manière dont elle a été accueillie parmi les psychanalystes. Et elle nous parle très longuement, en particulier de Laplanche, qui l'a beaucoup enseigné. Et moi, je trouve ça aussi très bien, parce que Laplanche, c'est quelqu'un que j'avais connu pendant que je faisais mes études, mais que je n'ai pas particulièrement travaillé. Mais là aussi, elle transmet. Ça m'a donné envie de retourner aux écrits de Laplanche, avec des citations dont tout de suite je cite l'une, qui est, alors tu me diras si je me trompe d'auteur, parce que peut-être c'est pas Laplanche, mais il me semble que c'est Laplanche qui a dit ça. Tu dois traduire parce que c'est intraduisible. oui, il le cite. C'est bien Laplanche. Voilà, tu le cites. Oui. Mais c'est Laplanche qui l'a dit. Oui. Voilà, je trouve que c'est une citation. Ça lui vient de Benjamin aussi, je Alors, voilà, donc à travers le livre de Janine, il y a aussi des tas de citations très variées qui sont
internationale. Il y a La Fontaine, il y a Corneille, il y a Walter Benjamin, enfin, tout le monde y est, hein, au niveau des nations, en tout cas, au niveau des nations. Donc, pour en revenir au trajet de Janine, elle nous amène donc au moment où elle a été accueillie dans ce groupe de traduction de Freud, au moment où elle-même était en analyse. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Oui, Tu oui, rectifies tout à fait. si je me trompe non, pas. pas du tout. Non. Et par conséquent, on a affaire à un parcours d'entrecroisement de l'histoire, de la littérature, parce qu'il faut dire qu'elle a une écriture que moi je trouve absolument remarquable, extrêmement agréable et belle, la plupart du temps. C'est pas qu'il y a des moments pas beaux, mais je veux dire qu'il y a des moments que je trouve exceptionnels. Et donc je dis histoire, psychanalyse, littérature, écriture, littérature, voilà. Donc on est sur ces trois domaines. Et politique. Et le politique, absolument, le politique. Alors le politique, on va développer ces aspects, mais le politique en tant que... elle nous dit bien que pour que la transmission se fasse, il faut qu'il y ait un accueil dans un pays qui est suffisamment, on va dire, au clair avec son rapport aux victimes et à la démocratie en général, pour que ce soit un lieu suffisamment sûr d'accueil de quelque chose qui est bouleversant et dans une guerre, enfin dans une lutte, dans une prise de parti. Il y a à prendre parti. Si on n'a pas pris parti pour ceux qui ont perpétré le crime, eh bien évidemment que la transmission ne va pas pouvoir se faire dans ce pays-là. Alors, pour continuer dans le politique, et puis après je laisserai, je pense, la parole à Janine, elle précise que actuellement, elle n'en reste pas au passé, qu'actuellement, elle analyse un peu la situation des gens qui ont vécu des traumatismes, vivent encore des traumatismes, qui font qu'ils sont obligés de s'exiler, et la manière dont la France les accueille, qui, dit-elle, n'est absolument pas la manière dont elle a accueilli. Alors, je vais quand même ajouter un point qui me paraissait l'essentiel avant de te passer la parole. C'est la question de la traduction, de cette citation tu dois traduire parce que c'est intraduisible, qui est, à mon sens, au cœur de la psychanalyse. C'est-à-dire que traumatisme historique ou pas traumatisme historique collectif, tout le monde a une partie de son être qui est intraduisible, qui est du moment où il n'y avait pas de langage, et on passe son temps à essayer de diminuer cette part d'intraduisible qui est absolument infinie, mais qui est la tâche essentielle, je pense, de la psychanalyse. Alors un dernier mot, c'est qu'il y a beaucoup de choses dramatiques, évidemment, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'elle arrive à nous faire percevoir et à nous convaincre que c'est à partir du plus traumatique, du plus pauvre, du plus démuni, que peut se réaliser ce qu'il y a de plus riche, de plus neuf et de plus vivant. Bon, alors je vais avoir du mal à commenter tout ce que tu dis, parce que aussi bien ce que tu as dit que ce qu'a dit Delia concerne des points importants de mon livre. Donc je vais faire une présentation telle que je l'aperçois comme ça, et puis après j'essaierai de me raccrocher aux choses que vous avez dites l'une et l'autre. En fait, le contenu de mon livre est exprimé essentiellement dans son sous-titre, qui montre effectivement les différents champs de pensée auxquels ce livre se réfère. D'abord, c'est une autobiographie, et c'est une autobiographie d'un type particulier. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des moments où je raconte des choses. Par exemple, je raconte mon rapport à l'école entre la surveillante générale et mon père.
je raconte mes séances de travail avec la planche et l'équipe. Mais ces moments d'autobiographie sont en quelque sorte comme des vignettes cliniques qui sont théorisées, qui font l'objet d'une théorisation par moi, et c'est une théorisation d'analysante, c'est-à-dire que je me sers de la pensée analytique telle que je l'ai vécue dans la cure et telle que je l'ai vécue aussi à travers les lectures pour commenter de façon analytique les passages autobiographiques. Ce qui fait qu'il y a donc de l'autobiographie d'un type particulier, il y a une pensée analytique, donc autobiographie d'une analysante, héritière de survivants et traductrice de Freud. Alors, je dois vous dire que j'ai toujours été en fait cette personne-là, mais pour des raisons que j'ai du mal à comprendre, c'est seulement dans ce 6e livre sur la transmission que j'ai eu le courage d'afficher cette chose un peu scandaleuse, si vous voulez, qu'on peut être à la fois héritière de survivants et appartenir à la culture occidentale telle qu'est la psychanalyse actuellement, mais un élément de la culture occidentale qui n'est pas sans rapport avec la persécution. Et je le rappelle toujours quand je suis avec les analystes, Freud, les 4 sœurs de Freud ont disparu pendant la Shoah. Alors, lorsque j'ai eu envie de mettre ce sous-titre, j'ai eu peur. J'ai eu peur de cette juxtaposition et en me disant que maintenant je pouvais l'assumer. Et c'est ce qui fait, je crois, l'originalité de ce livre, ou son caractère insupportable, je ne sais pas. Voilà. Alors, un autre aspect de ce livre, c'est que, je le dis aussi bien dans l'introduction que vers la fin, c'est un livre testament. C'est un livre testament pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme l'a si bien dit Françoise, il embrasse une temporalité très large. C'est-à-dire que c'est comme si ce livre accumulait tout le travail analytique que j'ai fait depuis 1968. J'ai fait un premier travail analytique de 68 à 74, qui s'est bien terminé. C'était en somme un travail pour me désengluer de la nourriture arménienne. Prise métaphoriquement, parce que c'est quand même ça qu'on mange et qu'on boit. Quelque chose de l'ordre d'un malheur contre lequel il faut travailler. C'est-à-dire, cette nourriture arménienne est faite de malheur, d'agressivité, mais aussi d'une tendresse très particulière qu'on ne trouve nulle part ailleurs, mais d'une tendresse qui ne se dit pas en tant que telle. C'est-à-dire que cette tendresse apparaît dans la manière dont l'enfant est protégé. Il faut surtout qu'il reste en bonne santé, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de il faut. Donc, la première analyse que j'ai faite, c'était pour me désengluer de ça et pour voir d'où je venais, Parce que dans cette famille fusionnelle, je fais très souvent allusion à la théorisation de Racamier. Dans cette famille fusionnelle, on ne peut pas aimer. Pour aimer, il faut de la distance. On ne peut pas haïr non plus parce qu'ils sont tous tellement détruits au fond. Comment peut-on, si on est un garçon, abattre le père alors qu'il est déjà abattu? Comment peut-on agresser la mère alors qu'elle fait sans arrêt en train de travailler? Mais donc c'est une sensation de désengluement parce qu'on ne peut pas exprimer des affects. Ils sont là, bloqués. Bon, alors c'était donc la première analyse et j'ai été très heureuse de la terminer. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire. J'ai écrit en 1975 mon premier texte qui est paru dans les temps modernes.
Et je dois préciser que je n'aime pas écrire, du tout. Du tout. Ça fait partie du il faut, hein, c'est-à-dire que je pense qu'il fallait travailler pour la mère et le père qui travaillaient à la machine à coudre, mais en fait, ce il faut est transmis, hein, on n'échappe pas en fait à l'héritage. Mais je n'aime pas écrire, mais voilà ce qui se passe, c'est que je rencontre des circonstances où je vois bien qu'il faut dire, qu'il faut que je dise quelque chose parce que ce qui est dit n'est pas juste. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse le dire à partir de ma subjectivité, à partir de ce que je ressens. Justement, ce mélange d'impossible, d'une atmosphère où c'est impossible à vivre parce que c'est trop tendu, c'est trop agressif, c'est trop profond, c'est trop. À un moment donné, je mets dans les textes que je cite, irrigué de sang, quoi. Mais en même temps, c'est chaleureux. J'ai beaucoup parlé dans mes textes de mon rapport à l'école de la République, que j'aimais beaucoup, parce qu'enfin on respirait. C'était pas chaleureux, mais on respirait. Donc il fallait constamment aller de la chaleur étouffante à la respiration froide. Bon. Alors je reviens maintenant à mon idée de temporalité, c'est-à-dire que j'ai donc fait une première analyse de 68 à 74. Là, j'ai commencé à écrire alors que je n'aime pas écrire. Mais pourquoi j'ai écrit Comment peut-on être arménien? C'était le premier texte où je parodiais le texte de Montesquieu, Comment peut-on être persan? Parce que j'ai éprouvé le besoin d'écrire cette chose qui était en moi. Et lorsque j'ai présenté ce texte à une historienne que je cite, Anaïde Termination, en lui disant, voilà, j'ai écrit quelque chose, est-ce que on peut faire quelque chose de ça? Elle m'a dit, oui, elle m'a dit, envoyez-le au Temps moderne, assorti d'une lettre à Simone de Beauvoir, parce que vous devez être sans doute un peu féministe, envoyez-le. Alors, je cite d'ailleurs cette lettre, si on a le temps tout à l'heure, je vous la lirai. Et c'est un de mes premiers accueils. Je n'étais ni agrégée, j'étais prof d'allemand dans un lycée parisien. J'étais ni agrégée, je n'avais aucun nom, ni de celui d'un père, ni d'un mari qui aurait pu me recommander. Et mon texte a été accepté. C'était un texte qui portait sur la partie, disons, psychique. Et j'avais dit, s'il est accepté, je ferai je lui adjoindrai une partie historique. Et en fait, il a été accepté. Alors, là, je vais faire une parenthèse un petit peu inconvenante, mais pour vous dire mon rapport à l'arménité. Lorsque ce texte a été accepté, il fallait donc, moi qui suis tout à fait une déculturée arménienne, dans la mesure où mes parents, nés respectivement en 1901 pour mon père, qui avait donc 14 ans au moment du génocide, et en 1911 pour ma mère, qui en avait donc 4 ans, mes parents étaient très peu scolarisés, en tout cas ma mère pas du tout, et donc je ne connaissais rien de la culture arménienne. Donc je me suis plongée dans un livre que j'ai quand même trouvé à la maison, de Pasteur Madjian, c'est un ancien livre d'histoire. Et pendant les vacances d'été, j'ai travaillé pour agrandir cet article et l'envoyer au Temps moderne. Or, ce que j'ai mal vécu, c'est que, comme ça m'intéressait, la culture arménienne, j'ai rencontré, sans doute au sortir d'un colloque ou d'un meeting, une annonce pour un stage de culture et d'histoire arménienne qui se déroulait à Montélimar. Et je m'y suis inscrite. Et j'ai emporté avec moi le livre de Pasteur Madjian pour le travailler. Or, j'ai eu 2 remarques désagréables. C'est pour ça que l'arménité, attention quand même, hein,
La première, c'est qu'il faisait très chaud et que c'était en juillet ou en août. Donc après le repas, j'allais dans le parc pour potasser mon bouquin. Et on m'a fait remarquer que c'était pas bien de se promener en short parce qu'il y avait des jeunes gens dans le camp. Bon. J'ai dit, mais vous savez, je viens pas à table avec un short. C'est après. Et en plus, je travaille pour les Arméniens. Et la deuxième remarque qu'on m'a faite, c'est que lors d'une excursion, je m'étais mise à part parce que je voulais travailler. Et on m'a fait la remarque que quand on était arménien, on ne s'isolait pas. Et j'ai inventé un mensonge pour dire que ma mère avait une crise de sciatique, qu'elle ne pouvait pas garder mes enfants, et je suis partie. Alors, ceci pour vous dire que j'étais donc une arménienne, entre guillemets, une femme divorcée, mariée, divorcée d'un Français. Je ne suis pas une bonne arménienne. Il ne faut pas oublier que c'est quand même une culture, c'était une culture patriarcale, enfermante. Bon. Alors c'était dans ma génération, c'est plus le cas du tout avec les Arméniens maintenant. Alors je referme cette parenthèse pour revenir donc à ce premier article qui a été accepté. Et ensuite, j'ai fait une seconde analyse lorsque j'ai lu le texte de mon père, une fois traduit. Cette fois-ci, c'était en 1978. Alors là, c'était un effondrement. Le texte de mon père que j'avais découvert comme ça, c'est un texte sans assignataire. Je ne savais pas ce que c'était. Je l'ai fait traduire par quelqu'un dont j'ai fait la connaissance. Un texte compliqué parce qu'il était écrit en lettres arméniennes, mais en langue turque. Vous voyez ce mélange déjà. C'est ce qui explique peut-être l'émotion que j'ai ressentie quand Delia a dit qu'elle était turque. Pour moi, le turc est une langue que j'aime, mais c'est une langue où je n'ai pas ma place. Je dis à un moment donné, l'école de la République me donnait une place, à condition que je travaille, alors que je n'en avais pas à la maison. À la maison, il faut travailler et il faut servir à la famille. Bon, c'est des banalités que je dis là, mais c'est toujours ce déchirement entre deux mondes ou entre trois mondes, c'est comme on veut. Hein, bon. Donc j'ai fait une seconde analyse après la lecture du texte de mon père, et puis j'en ai fait une troisième récemment, à la mort de ma mère. Alors, donc c'est un livre-testament parce que il est en quelque sorte, c'est comme une sorte d'analyse totale de toute ma vie. J'ai le sentiment que je n'écrirai plus rien, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais c'est aussi un testament parce que je suis devenue très pessimiste. Je suis très affectée par le fait que, par la crise migratoire que nous vivons dans une totale impuissance, parce que mes parents étaient des migrants des années 20, et que, au bout d'une vie de travail, ils ont pu acquérir suffisamment de bien-être pour que je puisse faire des études, et des études qui ne mènent pas un métier lucratif. Ma mère aurait voulu, évidemment, que je sois soit dentiste, soit médecin, soit avocat, soit pharmacien. Ce sont les 4 professions, pour faire de l'argent. Et en fait, si j'ai choisi d'être prof, c'est parce que je trouvais que la vie de mes profs femmes, puisque l'école n'était pas mixte à l'époque, était une vie à laquelle je pouvais m'identifier. Elles ne travaillaient pas tout le temps. Elles avaient des plaisirs culturels et sans doute des plaisirs de femmes que ma mère n'avait pas. Et donc, j'ai pu faire autre chose, mais c'est quand même grâce au travail de mes parents
et de ma mère que j'ai pu faire cela. Donc il y a toujours dans mes phrases deux extrémités. Il y a les bonnes choses qui viennent parce qu'on a pu endurer les mauvaises. Je pense que dans mon écriture, il y a toujours ces deux aspects-là. Donc c'est un livre testament parce que je suis devenue très pessimiste. Je pense que la France dans laquelle j'ai effectué ce parcours et cette élaboration traumatique qui s'est bien passée, enfin en général mon élaboration m'a permis de me dégager complètement de ce passé, cette France-là n'existe plus. C'était une France où il y avait du travail, un travail qui favorisait l'intégration. C'était une France où il y avait la fameuse école de la République, une école laïque, alors que la laïcité est en train de disparaître. Ce qui fait que j'ai pu faire dès le début un transfert positif sur la France. Parce que pour mes parents, c'était bien la France, parce qu'on ne serait pas assassiné, même si on vous prenait la carte de travail, c'était pas grave parce qu'il y avait quand même du travail. Et donc j'ai appris par mes parents qu'il faut faire avec ce qu'on a. Il faut faire avec ce qu'on a. Et si on n'a pas exactement ce qu'il faut, c'est pas grave, parce qu'on peut se débrouiller. Et je peux dire que mon écriture est également une écriture un peu de melting pot. J'ai essayé de me débrouiller avec des auteurs que j'ai lus, que j'ai recomposés à ma façon, dans mes intérêts à moi, et que j'ai regroupés comme ça. C'est-à-dire, je ne suis ni littéraire, ni philosophe, ni autobiographe, ni psychanalyste, ni. Et je fais ma petite composition, ma petite tambouille comme ça. Je ne suis pas capable de faire autre chose. Alors, je reviens... Ah oui, c'est ça. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, d'avoir osé accoler héritière de survivants et traductrice de Freud. J'ai d'ailleurs du mal à analyser exactement, peut-être vous m'aiderez, en quoi je ressentais ça comme une suprême audace. Parce que, d'abord, on pense que les victimes, c'est les pauvres émigrés, etc. C'est des victimes. En réalité, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ne se sentaient pas du tout minorisés. Mon père avait plutôt, j'aurais plutôt envie de dire qu'il avait un complexe de supériorité, mais pas d'infériorité. Je n'ai pas vécu dans une atmosphère victimisante. Et justement, quand Françoise parle du fait que les victimes ont eu une vie avant, ont eu des valeurs avant, eh bien, moi j'ai mis justement le travail analytique m'a permis de comprendre, de connaître les valeurs qui m'avaient été transmises, non pas explicitement, mais évidemment de façon inconsciente. En fait, il y avait quelque chose du style, étant donné ce qu'on a vécu, on en sait bien plus que les autres. Et c'est vrai que les survivants ont un rapport à l'art de vivre parce qu'ils savent ce que c'est. Ils savent comment faire avec ce qu'on a, avec le peu qu'on a. Dans beaucoup de mes livres, je parle des restes. Donc on apprend de ses parents, en tout cas des parents que j'ai eus, alors qu'ils me sont apparus au départ tout à fait déculturés et abrutis par le travail. On apprend des choses tout à fait précieuses. Par exemple, mais c'est le travail analytique qui permet ça, par exemple, le fait qu'ils ne sont pas du tout complexés, mais ils savent que dans ce territoire étranger, il faut savoir naviguer. Et il faut savoir naviguer en posant a priori que l'autre, puisqu'on peut se le permettre, c'est quand même un pays qui le permet, en posant a priori que l'autre ne va pas vous tuer. C'est déjà un acquis, ça. Et donc, il faut savoir échanger avec lui.
à la fin d'un séminaire, quelqu'un m'a demandé, mais comment vous avez pu faire ce parcours si vite? Ben, j'ai dit, vous savez, mes parents étaient commerçants. J'ai dit, d'abord j'étais surprise de cette question, mais j'ai dit, mes parents étaient commerçants, donc j'ai toujours appris qu'il faut faire avec l'autre. Ah, mais alors vous donnez là une définition positive du commerce? Ah ben oui, évidemment. Le commerce des idées, le commerce sexuel, c'est du commerce. Ah oui, madame, oui, oui. Donc le commerce, l'échange. Je te coupe une seconde avec une blague juive. Quelle différence il y a entre un commerçant juif et un psychanalyste? Une génération. Oui, mais d'une Pour se débrouiller avec l'autre. Oui, enfin se débrouiller avec l'autre, oui. Et se débrouiller comme on peut, ça veut dire aussi analyser ce qui est compliqué. Oui, et quelle intelligence! Mais à partir du moment où il ne vous tue pas. Ben oui, à partir du moment où il ne vous tue pas, oui, évidemment, s'il vous tue, c'est tout de suite fait. Bon, alors donc, où est-ce que j'en étais? Oui, alors donc les valeurs. Donc pas de complexe du tout d'infériorité. Je vais vous donner aussi une anecdote. Hein. Ce sont des choses qui reviennent avec le temps. J'habite à un appartement dont la voisine est une personne catholique de bonne famille. Son mari était prof, ça remonte à un certain temps. Et leur fille, une de leurs filles, avait l'âge d'une de mes filles. J'ai eu 3 filles, j'ai 3 filles. Et cette femme m'a proposé de s'occuper de ma fille, parce que moi j'étais une pauvre divorcée, tout ça, avec 3 enfants. Alors j'ai dit, elle voulait l'emmener je sais pas où. J'ai dit non, mais vous savez, elle va au centre aéré, elle a des copines là-bas. Bon. Et puis, peu importe, un jour ma fille a été donc chez la grand-mère de sa fille, dans une superbe villa de la vallée de Chevreuse. Et ma mère était là, chez moi. Il fallait que j'aille chercher ma fille. Et donc j'emmène ma mère avec moi. Ma mère ne venait pas souvent, mais c'était le hasard, elle était là. Elle était habillée... elle était habillée... Elle n'était pas déshabillée. Bref, j'entre avec ma mère dans une superbe villa avec des meubles Louis XV, Louis XVI, enfin tout ce qu'on veut. Donc je fais la causette avec la grand-mère de la fille. Et ma mère, je ne sais pas ce qu'elle devient, elle est quelque part. Et en sortant, elle me dit, tu sais, j'ai vu comment ils ont fait leur double rideau, hein. Je peux en faire pareil. Avoir une mère pareille, c'est pas mal quand même. Aucun complexe d'infériorité devant les meubles Louis XVI et Louis XIV, aucun. Bon, alors il y a aussi comme autre valeur quelque chose est en rapport avec la tradition. Alors ça, c'est quelque chose qui me met souvent les larmes aux yeux. C'est-à-dire que chez les gens qui n'ont pas pu aller à l'école, il y a néanmoins un rapport à la culture qui est très profondément enraciné dans les traditions. Par exemple, les broderies, la couture, la façon dont on, avec des pièces de tissu pauvres, on peut faire de jolies choses à la petite fille, enfin si vous voulez. J'ai eu ça de ma mère, de ma grand-mère maternelle. Tous ces gens-là venaient d'un grand dénuement. Il y avait un rapport à l'esthétique et au façonnage. Et je dois vous dire que alors là je saute un peu du coq à l'âne, mais ce qui m'a beaucoup intéressée dans le travail avec la planche, c'est que la planche est un vigneron. La planche n'était pas un psychanalyste mondain, c'était quelqu'un qui travaillait les mots comme avec la matière. Il réfléchissait comme ça. J'aimais beaucoup les séances de travail avec lui. Et ce qui m'a frappé, c'est que, dans le fond, peu
peu importait, il ne m'a jamais demandé d'où je venais, quel diplôme j'avais, quoi que ce soit. Simplement, il considérait que mon travail était intéressant à son entreprise. Donc, il pouvait très bien être, à mes yeux, un chef d'entreprise de travaux manuels. Ce qui me rattachait à lui, c'était une pensée où on plonge dans la fabrication de la langue. Bon, alors maintenant, vous racontez un peu comment je suis venue à cette affaire. J'étais donc prof d'allemand et mon travail m'ennuyait alors que j'aimais beaucoup l'allemand. Je le raconte dans mon livre pour ceux qui l'ont lu, mais les autres, je leur raconte quand même. Et lors de cette réunion pédagogique qui m'ennuyait, j'avais remarqué qu'un certain homme était assez intéressant, il avait de l'humour, il avait de la culture, et comme je venais du lycée d'Ivry au lycée Montaigne, où avait lieu cette réunion, j'ai proposé de l'emmener chez lui, et au cours, dans ma voiture, il m'a dit « Je ne suis pas que enseignant, je traduis Freud avec mon ami d'enfance Bourguignon. » Alors là, c'était donc en 1970. J'ai dit oui, mais alors, est-ce que je peux venir vous écouter une fois? Parce que je fais un travail analytique depuis 2 ans et j'aime beaucoup lire Freud. Alors, il m'a dit oui. Donc, vous voyez, de nouveau un accueil. J'ai donc été, après avoir lu sans doute le texte qu'ils étaient en train de traduire. Alors, à ma grande surprise, mais vraiment à grande surprise, à la fin de la séance de travail, ils m'ont dit « à mercredi prochain ». Alors j'étais très surprise parce que dans mon esprit, d'abord je ne demandais rien, il ne serait même pas venu à l'idée de demander quoi que ce soit. Donc j'ai, à ce moment-là, puis en fait j'avais un service complet de prof d'allemand, plus des enfants élevés, parce qu'avec mon divorce, ça se passait pas très bien, le père s'en occupait pas beaucoup. Et tous les mercredis, je les travaillais avec eux. Et c'est ce petit groupe, et donc André Bourguignon, que Sophie connaît très bien, parce qu'il a été son patron. Je travaillais avec eux jusqu'au moment où Laplanche, donc grand philosophe, psychanalyste, etc., nous a pris dans son comité éditorial et dans son comité de révision des textes, et j'ai été catapultée dans le travail avec Laplanche, et que tout le monde, oh mon Dieu, comment elle a fait pour être là, rien. Et quand je suis arrivée dans ce groupe de travail chez Laplanche, je ne connaissais pas sa théorie traductive, je ne connaissais pas non plus ses théories analytiques, mais j'avais un rapport aux mots allemands que j'aimais beaucoup. Et je pense qu'il a apprécié cela. De même que si on m'a dit à mercredi prochain, c'est parce que, en tant que sujet diasporique, n'est-ce pas, j'étais à la fois germaniste comme le germaniste, et que j'étais à la fois germaniste et que j'étais aussi en rapport avec la psychanalyse du côté de la psychiatrie. Et c'est ce rapport entre plusieurs champs disciplinaires qui fait qu'on m'a recrutée. Et puis après, c'est la même chose dans l'équipe de révision de Laplanche. Ils m'ont nommée harmonisatrice d'un nom bizarre. Et je disais souvent, vous savez, je n'harmonise pas que les mots, parce qu'avec 3 directeurs, à côté Laplanche et Bourguignon, je ne vous dis pas les conflits entre hommes. Donc il fallait... Alors, ça nous envoyait la transmission, parce que dans le fond, j'ai eu avec ces hommes un rapport qui me fait penser au rapport de la femme arménienne aux hommes, c'est-à-dire j'étais à la fois soumise, mais j'en faisais quand même à ma tête, et puis je m'arrangeais pour qu'ils ne se disputent pas trop, parce que l'entreprise allait s'écrouler. Donc voilà, si bien qu'il y a eu une émission à France Culture qui s'appelait Le Bon Plaisir de Jean Laplanche, et il m'a désigné moi pour y aller, parce que s'il avait désigné un ou l'autre de ses collaborateurs, il y aurait eu des crises de rivalité, alors qu'une femme, bon, c'est pas grave, voilà.
Et moi j'aimais bien, ça me vexait pas, enfin je veux dire, bon. Bon, alors donc, je reviens à l'histoire de, ça embrasse une grande période de ma vie, et le fait que c'est un livre testament, et que je suis devenue très pessimiste. Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu de la transmission. Parce Oui, que. oui, oui. Oui, là Alors, j'ai dit plein de trucs, alors non, mais vas-y. c'est intéressant, mais comme il y avait des questions. De transmission de Alors, la laquelle? transmission. Alors, je vais dire en général, mais bon, on va rétrécir le champ pour pouvoir travailler la question. Oui, C'est que, alors, j'ai discuté avec d'autres personnes, travaillé avec d'autres personnes, comme je te l'ai dit, et il y a des questions qui sont venues. Alors, une, par exemple, que je vais te transmettre. Pourquoi dis-tu, alors qu'on l'a déjà entendu, mais c'est pas parce qu'on l'a déjà entendu oui, oui, qu'on vas-y. comprend pourquoi, cette histoire de il faut 3 générations Ah oui, ah oui. pour la traduction. Alors, c'est vrai que c'est une question. Moi, la réponse, mais tu vas donner la tienne qui sera plus intéressante, mais j'ai réfléchi et j'ai pensé que, parce que des gens disent, il y a des gens qui ont écrit tout de suite, enfin tout de suite, bon, quelques années après un génocide, hein, par exemple, une expérience de collectif, de Oui, traumatisme pareil. collectif. Sans Mais preuve. alors, est-ce que tu vas me dire si c'est une réponse approchante qui peut être donnée? Parce que moi, je me suis dit, ça m'a fait penser, finalement, aujourd'hui, quand je pensais qu'on allait se rencontrer, ça m'a fait penser à la passe en psychanalyse. C'est-à-dire que on peut très bien raconter à quelqu'un ce qu'on veut, ce qu'on peut aussi, hein, de ce qu'on a vécu, en particulier d'un traumatisme grave. Mais il suffit pas de le dire, il faut que ce soit entendu de manière à être transmis. Parce que, bien sûr, ça peut toujours arriver à quelqu'un, mais pour que cette personne puisse le transmettre, c'est assez compliqué. Et donc, ça m'a fait penser finalement à la passe. Tu vois. Oui, Voilà, donc oui, je te laisse la parole. oui, oui. Alors attends, effectivement. Bon, alors si tu veux d'abord, pourquoi 3 générations? Parce que la première génération, c'est-à-dire celle de ceux qui ne sont pas morts, qui ont survécu, euh, euh, ce sont des gens qui sont, dont une partie d'eux vit une mort psychique. Euh, C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut qu'ils arrivent à continuer à vivre. Et la seconde génération est élevée par des gens comme ça. C'est-à-dire que, parce que d'abord quand je dis il faut 3 générations, euh, on pourrait me dire tu te contredis parce que toi tu fais partie de la seconde. Hein, bon. Et moi je pense, c'est une parenthèse, c'est une hypothèse, je pense que je fais partie de la seconde, mais en fait de la troisième, parce que ne vivant pas dans la communauté arménienne, j'ai tout de suite été plongée dans la culture française. Alors je reviens maintenant, donc dans l'ordre normal, la première génération a subi une mort de psychique, une partie d'elle-même, tout en sauvegardant des valeurs qui se transmettent inconsciemment. La seconde vit dans cette atmosphère où il n'y a pas, par exemple, de séduction, où il n'y a pas de légèreté, où il n'y a pas d'insouciance, où on sent qu'il faut d'abord faire très attention parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon, alors cette seconde génération, d'abord, il faut qu'elle acquiert la langue du pays d'accueil, parce que la culture a été complètement détruite et c'est une culture qui ne peut pas se territorialiser. Donc il faut qu'elle accède à la culture de l'autre. Ça prend au moins une génération. Et puis, arriver aussi à se créer une sécurité matérielle. Et c'est la troisième qui devient à ce moment-là capable de s'exprimer. Mais je pense donc que la transmission se fait de la première à la seconde, essentiellement sans les paroles,
Parce qu'il y a évidemment des paroles du style tu dois rester arménien, etc. Mais quand on te dit tu dois rester arménien, tu fais tout pour ne pas l'être. C'est pas ça la vraie transmission. La vraie transmission, ce sont celles des valeurs que l'on perçoit, mais qu'on met du temps à percevoir, et surtout qu'on perçoit d'autant plus qu'on trempe dans la culture de l'autre et on voit la différence. Je pense effectivement qu'il faut 3 générations. Et ce que j'observe autour de moi, moi ce qui me ravit beaucoup, c'est que je disais tout à l'heure à quelques-uns, en général je ne suis pas connue des Arméniens parce qu'ils savent vaguement altounian, etc. Mais la vie psychique, entre guillemets, ça ne les intéresse pas, ou ils s'en méfient, ou c'est trop occidentalisé, on ne sait pas trop ce que c'est. Ils s'intéressent essentiellement au combat politique que je respecte beaucoup, et ce combat politique m'a rendu un grand service, et ils s'intéressent aussi à l'histoire. Mais ce qui se produit, c'est que depuis quelque temps, j'ai un très grand nombre d'Arméniens qui sont de jeunes Arméniens et qui sont en général de jeunes Arméniennes qui sont des cliniciennes, même, qui ont fait plus ou moins des études de psycho et sont devenues cliniciennes. Et c'est-à-dire qu'ils s'adressent à moi parce qu'elles ont lu mes livres, et elles s'adressent à moi non pas par le biais de l'arménité, mais par le biais de ce que leur a appris les études en France. C'est-à-dire, je dis toujours, il faut passer par la France pour accéder à son histoire. Il faut que cette histoire soit traduite dans les valeurs françaises ou autres du pays d'accueil pour qu'elle soit abordable. Il faut qu'elle soit traduite. Et pour que cette traduction se produise, il faut, à mon sens, en gros, 3 générations. Et vous pouvez le constater si vous connaissez des Arméniens autour de vous, ou bien des survivants, des enfants de survivants juifs. Mais pour pouvoir faire cette comparaison, il faut partir, parce que c'est mon point de départ à moi, de parents ou de grands-parents qui n'avaient même pas pu aller à l'école. C'est-à-dire, la destruction a eu lieu au moment où ils n'avaient aucune arme pour se défendre. Parce que si on prend par exemple le cas d'un juif qui a pu survivre alors qu'il était déjà un juif très cultivé, comme il y en a eu tellement en Allemagne et en France, au cas où il survit, il peut évidemment tout de suite écrire, puisque le français et la culture française est sa langue. Vous voyez, par exemple, j'ai beaucoup aimé Marceline Loridan. Marceline Loridan, j'ai été récemment à ses obsèques. Je trouve que les gens comme ça ne devraient pas mourir. Eh bien, quand j'ai lu le livre de Marceline Loridan, L'amour après, j'ai été jalouse d'elle. Parce que je me suis dit, mince, c'est bien d'avoir eu plein d'aventures sexuelles comme ça. Et moi, j'aurais jamais pu en tant qu'arménienne, c'était pas possible. Alors, pourquoi? C'est-à-dire qu'on voit, elle est d'emblée dans Saint-Germain-des-Prés. Elle est d'emblée dans cette France-là. Moi, j'étais une pauvre enfant d'émigré, c'est-à-dire qu'il a fallu toute une vie pour accéder à cette légèreté de l'être. Je ne dis pas que les aventures amoureuses sont forcément un critère de spiritualité. Mais enfin, ça fait du bien de temps en temps, non? Voilà. Donc, quand je dis 3 générations, c'est dans certaines conditions. C'est lorsque la culture... Tu as précisé, parce qu'on avait besoin de cette précision. J'ai eu affaire à des gens qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et je ne savais pas quoi leur répondre. Mais voilà, ma réponse était... bon, tu as répondu effectivement par rapport à la culture, mais je me demande quand même, parce que moi je ne trouvais pas la bonne réponse, mais il m'a semblé que finalement l'histoire de la passe est pas inintéressante. Parce que ça revient un peu à ça. Mais je crois, parce que si tu veux...
Il y a quelqu'un à qui on parle, il faut qu'il y ait un tiers qui traduise ce qui a été dit entre deux. Il y a une phrase qui est très belle, je crois que je vais la retrouver. C'est celui C'est du l'histoire du philosophe. tu, il et je. Il, oui. Et ça explique très très bien, Oui, je trouve oui. que c'est très beau, j'espère que je vais le Oui, trouver. comment s'appelle c'est un philosophe. Oui, mais Il je dit vais que pour qu'il y marquer ait la une page. transmission, pour qu'il y ait une transmission, il faut que je Ah oui, dise quelque voilà, chose que c'est j'ai ça. entendu de toi à quelqu'un d'autre. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc il y a effectivement je me souviens de cette phrase, c'est qu'il y a un jeu qui, au moment du traumatisme, de l'horreur qui est arrivée, n'est pas là. N'est pas là. Donc il faut qu'il puisse adresser quelque chose de ce qui reste de lui, mais que lui, à un moment où il n'est pas subjectivé, à quelqu'un d'autre, et que ce quelqu'un d'autre puisse en parler à quelqu'un d'autre pour que ça devienne un il qui Oui. devient subjectivé. Donc C'est-à-dire que c'est une opération finalement logique, qui n'est pas Oui. exactement oui, une on expérience retrouvera son concrète. livre quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que le descendant de la seconde génération puisse traduire ce qu'il perçoit inconsciemment chez son parent C'est ça. éteint, mutique, ou qui parle sans arrêt la même C'est ça, chose, parce que c'est ça. pour pouvoir, alors il faut qu'il le perçoive de lui et qu'il le dise à l'autre, c'est-à-dire au pays tiers. C'est ça. C'est ça, que ce soit traduit par quelqu'un qui n'a pas vécu l'expérience. C'est À la dommage. fin, le j'ai troisième ne doit pas l'avoir vécu. Et Non. c'est à ce moment-là qu'on sait si c'est transmissible à tous, pas à ceux qui ont vécu l'expérience. Oui, oui, oui. Et c'est étrange d'ailleurs, ça sort un peu du sujet, mais je me suis rendu compte quand j'ai écrit les textes sur la planche que j'étais en quelque sorte la seule personne qui pouvait témoigner d'un travail de proximité avec lui et que j'étais en quelque sorte là aussi quelqu'un qui transmettait la planche. Et La preuve, tu vois, puisque je me suis dit, je vais m'y remettre, quoi. Ouais. Oui, et je me suis dit, c'est drôle parce que c'était une figure paternelle pour moi, alors que je n'ai jamais échangé la moindre phrase personnelle. C'était que dans le travail. Mais que quand je parlais de ces jeunes arméniennes, qui sont plutôt des femmes qui viennent me voir, mais il y a aussi des garçons. Ils ont en gros l'âge de mes enfants ou de mes petits-enfants, ça dépend. Et bien souvent, c'est aussi parce que mon père ne nous a rien dit. Et alors il y a dans la seconde génération, donc ils ont un trou derrière eux. Et ce trou qu'ils essayent de travailler, alors il faut croire que cette espèce de trou et ce manque, ça appelle l'élaboration. Oui, ce que je voulais préciser, c'est qu'en fait, ce dont parlait, parce que je suis entièrement d'accord avec la transmission inconsciente par le corps, mais ce dont parlait Françoise, c'est précisément le fait que si toi, tu peux en parler maintenant, il y a pas mal de générations qui se sont passées. C'est l'expression, tu vois, l'expression de la chose pouvant se dire et donc se transmettre par les mots. Oui, évidemment, c'est... La fin de ton travail, elle est formidable parce qu'elle actualise l'horreur. Oui. Ah oui. Il faut le dire politiquement, que tous ces enfants qui viennent d'autres cultures, d'autres pays, et qui ne sont pas accueillis, sont même persécutés. Oui, puis ils ne le seront jamais. Voilà. On ne voit pas comment... C'est une gravité, presque comme un génocide. Oui, oh ben oui, oui, moi c'est pour ça que je suis très pessimiste et que je dis toujours, vous ne devriez pas m'inviter parce que je ne peux pas transmettre une parole structurante quelque part. Vous savez, par exemple, les transmissions, par exemple. Mon père est quelqu'un qui me parlait très peu. Je crois qu'il m'a vraiment jamais parlé. Sinon, je sais pas, des petites choses comme ça. Je pense que c'était un oriental et que l'éducation des enfants, c'était plutôt à la mère, quoi. Mais il disait des choses, par exemple, après le repas, il disait « Aujourd'hui aussi, nous avons pu manger. » Alors, c'est des paroles comme ça qu'on retrouve en analyse, c'est-à-dire... c'est comme l'histoire des rideaux avec la mer, là. C'est-à-dire, au début, on est dans tout ça...
dans tout ça, ça fait beaucoup de bruit dans la tête. Et puis au fur et à mesure, on sort de la gangue. Ah oui, on peut dire que ce livre est aussi un hommage au travail analytique. Hein. Oui, oui, oui. Alors, une question, je ne sais pas si elle n'est pas. Si, parce que j'aime bien. Par rapport à l'effacement des lieux, ce titre qui est extrêmement parlant, quoi, on peut se demander à un moment donné qu'est-ce que c'est que ces lieux effacés. Alors, d'une part, on voit des ruines que tu as photographiées quand tu y as été, et on s'est posé la question de la différence entre le fait qu'il n'y ait rien comme lieu, tu vois, et alors ça renvoie au lieu psychique, évidemment, finalement, tu vois, d'un lieu pour s'inscrire, que les choses s'inscrivent. Donc c'est comme ça que j'ai finalement compris l'effacement du lieu comme lieu psychique pour que s'inscrivent les choses. Mais c'est aussi quelque chose de concret, puisque tu en parles à propos des maisons détruites que tu as vues quand tu as été près de Boursa. Et alors moi, ça m'a frappé parce que j'ai regardé effectivement ces photos et on voit qu'il y a, comme tu le dis, des maisons sans toit délabrées et on se demande pourquoi ils les ont laissées, parce qu'ils auraient pu les raser et puis construire autre chose à la place. Et comment se fait-il que ça a été laissé comme ça? C'est-à-dire, ils ont dû construire des choses, mais ils ont laissé comme si, je ne sais pas, c'est une interrogation. C'est-à-dire dans les photos que j'ai mises, il y en a une qui représente une maison délabrée en ruine de Boursa, et les autres, ce sont des édifices religieux qui sont en train de s'écrouler. C'est ça, mais ça, on a l'habitude. Tu vois, les édifices qu'on voit, je veux dire, on a l'habitude de visiter des ruines qui représentent des temples, ce qu'on veut. Mais c'est autre chose, justement, la ruine qui a un sens symbolique, comme ça, tu vois. Et cette espèce de délabrement. Ah oui. Alors, voilà ce qui s'est passé. En fait, ce que j'aurais dû vous dire au niveau de la structure de mon livre, comme de tous mes livres, chacun de mes livres reprend tous les articles que j'ai écrits depuis le livre précédent étant celui de 2012, de la cure à l'écriture. Alors les articles que je reprends, que j'articule les uns aux autres et que j'organise dans 3 chapitres, donc celui-là, le premier c'est sur l'effacement, l'effacement appelle son écriture, le deuxième c'est pour qu'un héritage puisse se transmettre, il faut qu'il soit traduit. Et le troisième chapitre, c'est que cette traduction ne peut se faire qu'au bout de 3 générations. Bon, mais ce qui m'a incité, enfin le texte que je voulais surtout sauver, oui, parce que tous ces textes que j'ai pu écrire, soit dans des interventions, soit dans des articles, etc., il faut les articuler, voir ce qu'ils deviennent et quel esprit sort de cet assemblage. Mais ce que je voulais sauver, c'était effectivement le premier, c'est-à-dire ma visite à Boursa. Alors, beaucoup d'Arméniens de ma génération ont été en Turquie bien avant moi, mais moi, j'avais peur d'y aller seule comme ça. J'attendais donc une circonstance institutionnelle ou un accompagnement qui m'est venu par donc un psychanalyste de Montréal qui m'avait entendu parler et qui voulait faire avec son fils un voyage en Turquie. Alors j'ai dit oui d'accord à condition que je puisse aller à Bursa. Donc à partir d'Istanbul, où j'ai fait la connaissance effectivement d'un certain nombre de Turcs de gauche, tout à fait sympathiques, et quand ils sont pour la plupart ils sont en prison, c'est insupportable, insupportable. Bon, alors, donc, d'Istanbul, on a pris le ferry, on a été à Bursa, il faut traverser la mer de Marmara. Et là, j'avais une amie arménienne qui m'a accompagnée pour voir les quartiers arméniens. Alors, parce qu'en plus, j'avais, comme dans ma naïveté, j'avais avec moi l'acte de propriété d'une maison de ma grand-mère.
la fameuse grand-mère qui vivait dans un appartement sordide où pour aller au WC, il fallait aller sur le palier. Donc, et puis alors dans son 2 pièces, il y avait des dentelles partout, elle faisait des dentelles. Donc, quand j'ai vu ces maisons effondrées, effectivement, il y avait des buildings à gauche, mais parce que le travail de destruction ne se fait pas du jour au lendemain. Donc partout, il y avait des buildings, mais à cet endroit-là, dans un petit coin, il y avait des maisons délabrées comme ça, dans le quartier arménien. Alors là, j'ai senti que j'allais tourner de l'œil, qu'il n'était pas question de chercher la rue de la maison de la grand-mère, ça n'avait aucun sens. J'ai tout de suite voulu repartir à Istanbul. Et ça m'a fait comprendre quelque chose. C'est drôle, le fait qu'on sait des choses, mais en fait, on ne les sent pas. C'est-à-dire que je me suis représentée comment c'est quand des gens qui ont vécu là, on les oblige à partir, sans même, alors qu'ils savent qu'ils ne reviendront jamais, et ils partent avec rien. C'est-à-dire, j'ai vécu des choses comme ça que je n'avais jamais pu vivre avant. Ça m'a affolée, et j'ai voulu aller à Istanbul. Et je me suis dit, ça, il faut que je l'écrive parce que faut que je le confie à quelqu'un, puisque moi, je ne peux rien en faire. Alors, j'ai lu des histoires comme ça, chez tous les juifs qui ont quitté le Yiddishland, et tout ça, quoi. Mais je n'avais pas réalisé ce que c'était. C'est étrange, hein, il faut tant d'années pour réaliser. Et j'ai jamais pu analyser, enfin subjectiver cette histoire, quoi. Elle est là, comme ça. Et donc, d'où le titre, l'effacement des lieux. Les lieux sont effacés. Parce que ces lieux, ma grand-mère en question m'en parlait. Parce que bizarrement, c'est de ma grand-mère, la fameuse grand-mère, là, que j'ai eu quelques petits récits de vie. Elle me disait qu'elle avait, quand elle se promenait sur le Bosphore, elle avait une jolie robe. Ah, c'est pas mal. Où elle me racontait comment elle avait vu par la fenêtre son futur mari qu'on lui avait montré. Enfin, il y avait des éléments comme ça, un petit peu érotisants. Eh bien, voilà. Voilà. Je ne sais plus ce que je disais. C'était par rapport à l'effacement. L'effacement. Ah oui, oui, elle me parlait. Ah, j'aimais bien, elle me parlait. Ah ben, sans doute que tu dois connaître. Elle me parlait de Moudania, oui. Chez Kilgay. Alors quand elle me parlait des noms comme ça, je pouvais rêver. Et c'est vrai que j'aime. Oui, ce qui m'a plu, alors évidemment, ce qui était émouvant à Bursa, c'est que j'entendais parler turc. Et moi, j'aime bien entendre parler turc. Et alors, à ce moment-là, j'ai compris pourquoi j'avais peur d'aller en Turquie. J'ai compris que ce n'était pas une peur du style on va m'assassiner ou on va me voler, mais c'est parce que j'avais peur de voir que c'était aussi mon pays. Ah, ça, c'est très difficile. Parce que c'est à ce moment-là qu'on réalise qu'ils ont été chassés. Ils ont été chassés. Je porte en moi des gens qui ont été chassés. Bon, tout ça se conscientise par le travail analytique, évidemment. J'ai senti que... Ça basculait. Oui, oui, alors vite que j'aille en France, vite, là où je me suis fait mon trou. Là, je me suis fait mon trou. Un trou. Je crois qu'on va peut-être s'arrêter. Je voulais te remercier et te dire que c'est toujours des témoignages quand même singuliers et oui. Que le tien est d'une force extraordinaire et que peut-être il peut pousser d'autres encore à témoigner parce que c'est toujours singulier quand même. Oui, puis vous m'avez... C'est très important que politiquement ça existe dans le champ politique et public. Je voudrais quand même vous raconter aussi une anecdote. J'ai donc été invitée en Turquie l'année où je vous disais, mais j'ai été invitée par l'Institut français à tenir une conférence, etc. Et la psychanalyste turque qui s'appelle Bella Habib, peut-être la connaissez-vous? Je l'ai connue, on l'a connue quand on a été en Turquie. Ah oui. On a été avec Oedipe en Turquie, on a connu. Eh bien, voilà, donc
elle m'a fait aussi, elle m'a invité à un séminaire privé après, enfin un séminaire en dehors de cette conférence. Et j'ai parlé, je racontais mon affaire, et j'étais complètement abasourdie, j'ai vu 2 personnes qui pleuraient, 2 psychanalystes qui pleuraient. Et je me suis dit, il y a quelque chose. Alors il y en a une qui m'a dit, voilà, elle m'a dit, notre grand-mère nous a toujours dit, vous savez, ça c'est une maison arménienne, faut bien, faites attention, elle ne l'abîmez pas. Alors j'ai dit, mais comment ça se fait que vous habitiez dans une maison arménienne? Elle ne sait pas, elle s'est mise à pleurer. Alors je me suis trouvée dans cette position inverse, où c'est moi qui apportais une parole qui faisait souffrir l'autre. Parce que c'était 2 personnes qui avaient des grands-parents arméniens découverts, comme celle de Fethi Etchetin. C'est-à-dire qu'il y a énormément de Turcs qui se découvrent avoir des ancêtres arméniens. Non, on ne peut pas savoir ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'on est peut-être à un moment où il ne faut pas se... Moi, je demande qu'on m'encourage. Ouais. Bah oui. Parce qu'absolument, c'est plein d'espoir.